Merci à vous. Merci en tout cas de votre invitation. J'ai grand plaisir à pouvoir vous présenter nos stratégies et comment on détecte les fraudes dans un contexte de contrôle officiel, puisque ce dont je vais vous parler, ça vient du service commun des laboratoires. Alors le service commun des laboratoires, c'est un réseau de laboratoires officiels. Nous sommes du ministère des Finances, avec deux mandants principaux, la douane et... oui, c'est gentil, merci beaucoup. Avec deux donneurs principaux qui sont la douane et la répression des fraudes. Donc nous analysons les produits qu'ils prélèvent, soit à l'entrée sur le territoire, soit à la mise à la consommation. On est 12 sites, une unité de direction et 11 laboratoires, dont 2 ultramarins. On est à peu près 400, on produit 60 000 rapports par an avec à peu près un demi-million d'analyses, ce qui veut dire que pour répondre aux questions qu'on nous pose, il faut faire plusieurs analyses et ça fera partie de la présentation de vous montrer tout ça. Comme nous sommes laboratoire officiel, nous avons une obligation communautaire de réaliser nos essais sous accréditation. Et donc, c'est le cas pour nos laboratoires. J'ai parlé de la douane et de la répression des fraudes. On travaille un peu pour d'autres mandants, que ce soit la Direction générale de l'alimentation pour le ministère de l'Agriculture, la Direction générale du travail, la Direction générale des armées, mais à la marge. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'un peu de chimie, les enjeux du contrôle officiel, parce que c'est aussi ça l'intérêt de vous présenter. Ce qu'on fait, c'est de montrer les spécificités de s'inscrire dans le cadre officiel. On a un monde économique en mouvement, donc ça va être des choses très simples qu'on va balayer ensemble. Hein. On est dans le cadre d'un libre jeu de la concurrence, donc évidemment la fraude va créer des avantages indus et perturber ce libre jeu de la concurrence. On a simultanément une pression sur les prix, une exigence de qualité et une attente de sécurité. Ce qui peut parfois paraître comme des injonctions contradictoires. Comment on arrive à tenir une exigence de qualité et de sécurité sur une pression sur les prix? Et ça, évidemment, on a derrière nous tout le concept de fraude et ça va jouer sur les enjeux. Des nouveaux produits parce qu'une attente permanente de nouveautés, soit parce qu'on recycle un produit ancien sous une autre forme, soit avec de l'émergence réellement de nouveaux produits. En ce moment, on parle énormément des produits à base de cannabidiol. C'est quelque chose de nouveau. Et derrière, n'y aura-t-il pas également donc de nouvelles fraudes? Nouveau mode de distribution, on connaît tous le e-commerce, on en a parlé tout à l'heure, la seconde main, on a également les circuits ultra courts avec les dark kitchens par exemple. Est-ce que ça va évidemment générer des nouveaux circuits, donc évidemment des nouvelles entrées pour des nouveaux produits fraudés. Production de masse, donc là on est plutôt sur le côté impact. Si la fraude touche production de masse, évidemment le préjudice économique va être extrêmement large. Une chimie de l'alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on pense additif, on pense colorant, on pense conservateur, on pense aussi auxiliaire technologique. L'auxiliaire technologique, c'est ce qu'on va ajouter mais qui va disparaître au cours du process. Est-ce qu'on les annonce? Est-ce que c'est vraiment ceux qu'on attendait? Est-ce que si on les met à une certaine teneur, c'est la teneur qui était réglementaire et est-ce qu'il n'y a donc pas de fraude? Donc ça impacte et ça complexifie notre métier puisqu'aujourd'hui l'industrie agroalimentaire est extrêmement complexe dans ses modes de production. Et puis, vous en avez parlé un petit peu, finalement tout ça conduit à une certaine défiance vis-à-vis des autorités. C'est-à-dire qu'on a le paradoxe d'une alimentation qui n'a jamais été aussi sûre et qui pour autant n'a jamais été aussi anxiogène. C'est un phénomène parallèle de mode de communication à grande échelle et ça doit jouer. Alors derrière, c'est le tous fraudeur, hein, cette espèce de musique. Attention, c'est vrai que le risque de parler d'une affaire donnée risque d'un effet d'étalement à toute une profession, donc c'est quelque chose qui est important. Et, pardon, merci. Ces données-là nous amènent à nos mandants, hein, Direction générale de la répression des fraudes et puis les douanes. Ils ont grosso modo 2 volets d'intervention et nous on va arriver en back-office et c'est ce qu'on va voir dans un instant sur tout ce qui est sécurité, protection bien sûr et tout ce qui est loyauté. Et aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à ce qui est loyauté. Les enjeux du contrôle officiel, d'accord, donc pour les labos, nos enjeux. Comment on va décliner ça chez nous? C'est un contexte extrêmement diversifié, des fraudes multiformes, donc ça va vouloir dire des stratégies analytiques différentes. Ça peut être très simple, ok, tant mieux, hein, on aimerait bien que tout soit simple, mais parfois il va falloir, j'allais dire mouiller la chemise, excusez-moi du côté simple, mais ça va être assez complexe et il va falloir aller chercher la fraude. Quelque chose qui est intéressant, c'est des fraudes qui s'adaptent. Vous avez l'émergence d'une fraude, on met en place les réponses.
Très bien, la pression diminue, on a moins de non-conformité. Si vous observez pendant très longtemps de la conformité sur un produit, c'est que vous êtes en train de vous faire avoir. Il faut faire attention, et c'est que probablement les fraudes vont évoluer, et on va le voir, il y aura des exemples. Des fraudes à grande échelle, c'est dépendant de ce qu'on a vu tout à l'heure, production de masse, donc fraude à grande échelle. Pourquoi crise ? Je vous ai cité un premier exemple sur le fipronil d'il y a quelques années. C'est un biocide qui a été utilisé dans un produit vétérinaire, de façon illicite bien sûr, et pour montrer pourquoi la grande échelle, parce qu'à l'échelle de l'UE, c'est 100 milliards d'œufs qui sont produits. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 100 milliards d'œufs contaminés au fipronil. Et d'ailleurs, je profite, je le dis maintenant, je ne le dirai plus ailleurs, tous les exemples qu'on va voir ensemble ne veulent pas dire que ce ne sont que des produits fraudés. C'est vraiment des exemples de fraude potentielle. Attention à ne pas incriminer les exemples précis de cette présentation. Et puis un autre exemple que vous connaissez tous, c'était les lasagnes de bœuf. Je vous en prie. C'était les lasagnes de bœuf qui ont été substituées avec de la viande de cheval. Là, on avait 40 pays qui étaient concernés. Donc, vous voyez maintenant l'impact des fraudes. Conséquemment, toujours plus de recherche sur un même produit. C'est-à-dire que ce fipronil, peut-être qu'on ne va jamais le revoir. Pour autant, nous, en tant que labo officiel, ça va s'inscrire dans nos listes. Et ça s'accumule. Et donc, on a toujours besoin de faire des recherches de plus en plus nombreuses, avec une exigence de rapidité. Là, je ne commenterai pas, on est dans un monde rapide. Et puis, la particularité du contrôle officiel, une exigence... Alors, particularité, non, parce qu'une exigence de fiabilité, on l'a tous, quelle que soit notre origine, mais quand même une exigence de fiabilité avec une culture de la contre-expertise. Et c'est très bien. C'est-à-dire que le Code de la consommation et le Code de la douane prévoient la possibilité de contester les résultats qui sortent de nos laboratoires, et c'est une très bonne chose. Conséquemment, une attente d'interprétation et de conclusion juridiquement consolidée. C'est-à-dire que nous, on va faire de l'enquête, enfin, on ne va pas faire de l'enquête, on va faire de l'analyse sur des produits issus d'enquête, on va porter des conclusions, mais après, il va y avoir du contentieux juridique, et on fait extrêmement attention dans nos rédactions. Pour dire les choses très simplement, on a banni, ou on essaye de bannir, tout l'usage du conditionnel. Pourrait être, serait ceci, ça fragilise une suite contentieuse, donc on fait extrêmement attention. Et puis, du coup, on arrive dans notre sujet. Nos anomalies et nos fraudes, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est un catalogue, il n'y a pas d'autre mot, une succession d'exemples à partir de différentes typologies de fraude, sauf la contrefaçon. Et ça, on pourra peut-être en parler à table ronde, de vous expliquer pourquoi nous ne travaillons pas sur la contrefaçon au service commun des laboratoires. Des fraudes à divers stades, sur les informations et les allégations, sur la communication sur le produit extérieur, publicité, Internet, etc. Sur le produit lui-même, il y a trois lieux où il va falloir être vigilant. On verra un exemple tout à l'heure sur sa présentation, comment on le dénomme, et puis la fameuse liste des ingrédients. Vous verrez tout à l'heure un exemple qui montre comment on rentre dans le sujet. Après, fraude sur la nature et l'espèce du produit, soit par substitution, soit par adultération, soit par soustraction. Il y a un exemple sur la soustraction, je ne suis pas certain que si on avait eu le temps de faire une petite interview entre nous, que serait venu ce concept de fraude par soustraction. Pour faire un peu de buzz, c'est qu'en réalité, vous allez vendre 2 fois le produit, et je vous montrerai un exemple. Des fraudes sur les procédés, parce que le concept de naturalité est très porteur, parce qu'il est vendeur, parce qu'il apporte de la plus-value économique. Revendiquer un produit naturel alors qu'il ne l'est pas, c'est une fraude. Le bio, qui est très porteur, là aussi, on va voir ensemble ce que ça veut dire qu'usurper le terme bio. Et puis très émergent, l'économie verte. Vous allez avoir un exemple très concret alors ça ne sera pas une fraude, mais de ce que pourrait être une fraude sur des produits liés à l'économie verte. Et enfin, propriété sur les effets revendiqués, on parlera complément alimentaire, et les caractéristiques techniques, c'est un exemple que vous verrez tout à l'heure sur les industries agroalimentaires pour vous montrer qu'il y a aussi des fraudes entre opérateurs économiques eux-mêmes. Je suis sûr qu'instinctivement, on a pensé à la fraude vers le consommateur, mais entre opérateurs économiques, c'est extrêmement important. Quand je parlais de naturalité tout à l'heure, oui, il peut y avoir des fraudes à la naturalité, mais entre opérateurs lui-même sur des matières premières qui ne sont pas comme elles sont présentées. Et enfin, origine, les fraudes à l'origine. On a eu récemment avec la Société des experts chimistes de France une journée sur la francisation. C'est une sous-partie des fraudes à l'origine qui sont très importantes et je vous en montrerai des exemples. Là, vous venez d'avoir le catalogue. On va regarder des exemples sur chacun. Comment on y répond? Comment on y répond au labo? Quelle stratégie analytique on va mettre en place pour
mettre en évidence toutes ces fraudes potentielles avec leur typologie à elles. Ben évidemment, c'est du bon sens. On va construire un programme d'essai adapté à la question. Alors ça paraît être tautologique, mais c'est vraiment ça l'enjeu. On a une question et on y apporte un programme d'essai adapté. Et puis, j'ai commencé à vous sensibiliser à la complexité de tout ça, on va, la plupart du temps, utiliser et combiner différentes techniques. C'est rare qu'une seule technique, c'est possible, c'est rare qu'une seule technique permette de répondre à la question et faire évoluer les techniques, puisque tout à l'heure j'ai dit que les fraudes s'adaptaient, du coup, évidemment qu'on va évoluer nos techniques, qu'on va faire évoluer nos techniques pour pouvoir répondre à ces fraudes évolutives. Porter une interprétation, c'est le pendant, tout à l'heure j'en ai parlé un peu, avec un point qui est intéressant, là aussi c'est une spécificité du contrôle officiel. On a deux situations possibles, la déclaration de conformité, vous avez un colorant, il doit être à telle teneur, on a fraudé en mettant plus pour donner un aspect encore plus favorable au produit. Il y a une teneur limite, on fait un dosage associé à une incertitude, il y a une déclaration de conformité, c'est extrêmement simple. Et puis on a un deuxième niveau, un petit peu plus complexe, c'est l'avis d'expert. Ce qui va ressembler peut-être plus à un contrôle de matières premières dans une industrie, à un laboratoire de contrôle intégré à une usine. L'avis d'expert, c'est à la fin, compte tenu de l'ensemble des éléments analytiques qu'on a pu avoir, on considère que, en évitant le conditionnel, on considère que ce produit n'a pas les caractéristiques annoncées ou ceci ou cela. Donc vraiment deux niveaux, et ça c'est important pour nous en tant que labo, soit réponse univoque, déclaration de conformité, soit l'avis d'expert qui va nourrir l'enquête, c'est ça que j'aurais dû ajouter, qui va nourrir l'enquête, l'enquêteur continue son enquête à partir de nos éléments et va se servir de notre expertise pour aller démontrer la fraude avec d'autres éléments, par exemple des données scripturales, de la comptabilité, des déclarations, etc. Sécuriser le résultat, ça, je ne commande pas, c'est du bon sens. Bien évidemment, vu qu'on est officiel, il faut absolument avoir aucune ambiguïté sur la qualité de nos résultats. On rentre dans notre catalogue maintenant. Ça, c'est un petit exemple pour un peu nous mettre en bouche. Je ne suis pas sûr qu'un maxi cheeseburger mette en bouche grand monde, mais sur le concept, c'est pour vous montrer que l'entrée sur le produit à partir de la liste des ingrédients, finalement, c'est quasiment votre feuille de route. J'insiste lourdement, ce n'est pas un produit qui a une anomalie. C'est juste pour l'exercice montrer qu'à gauche, on a déjà une allégation, viande bovine française, qui dit allégation, dit usurpation d'allégation potentielle, et puis à droite, une liste des ingrédients. Même moi d'ici, je la vois, j'arrive même plus à la lire, ce qui est très intéressant, mais en tout cas, on va parler des ingrédients, on va parler de leur quantité. Vous voyez qu'il y a beaucoup de quantité, donc qui dit quantité dit vérification de la quantité, et on n'a pas le temps de détailler, mais vous avez des auxiliaires de technologiques, il y a des agents de traitement de la farine, etc., etc. Ce qui est annoncé est-il bien dedans, à la teneur annoncée, et n'y a-t-il pas autre chose qui ne serait pas annoncé? Voilà comment on se guide quand on a des produits, parce que parfois, nos collègues sur le terrain nous font des questions ouvertes. Fraude, point d'interrogation. Voilà le cas. À nous de monter la stratégie et de comprendre. On va rentrer un peu plus sur des exemples précis. Je parlais de fraude sur la communication sur le produit. Il y a un phénomène qui est très porteur, c'est le sans. Sans colorant, sans conservateur, sans pesticides. C'est sociologiquement assez intéressant, c'est ce que je mets en relation avec, quand je parlais d'une certaine défiance aux autorités, finalement pour assurer et rassurer, on va pousser de la communication et on va dire « vous n'en avez pas ». Et vous avez trois exemples ici de différents grands distributeurs, anonymisés bien sûr, où 100% de chance de trouver 0% de pesticides, le cultivé sans pesticides chimiques, 0 résidu de pesticides. Et ce qui était intéressant, c'est que je vous invite à avoir des bonnes lunettes ou des très bons yeux, c'est que nos laboratoires se sont invités sur ces produits parce qu'en police de caractère minuscule, vous trouverez le concept de qu'est-ce que ça veut dire que 100 ? En fait, c'est lié à une limite de quantification. On est tous chimistes, ou en tout cas pour les chimistes, ça vous parle. Et ça figure sur les produits. Donc je pense que c'est plutôt une façon de se protéger, parce que je ne suis pas certain que le consommateur lambda comprenne une phrase du type garantit un taux de résidu inférieur à 0,000 dans la limite de quantification des molécules ciblées. Oui, moi je comprends, et encore, mais en tout cas, on voit bien qu'on communique sur le sang, et comment nous, on va vérifier au laboratoire, on va quand même un peu rentrer dans le laboratoire. Ici, on va travailler sur des analyses de haute résolution par spectrométrie de masse, qui nous permettent quoi? Qui nous permettent, ça c'est un mélange étalon, c'est pas un produit naturel, ne vous inquiétez pas, un mélange étalon d'environ 5 à 600 molécules qu'on va traiter en 20 minutes,
et ce qui nous permet, dans le cas présent, si on en trouve des pesticides, de pouvoir contredire cette allégation du sans pesticides. On continue notre catalogue. Maintenant, on va parler de substitution. D'accord ? J'ai pris l'exemple des produits de la mer sur des poissons entiers. Et ça, c'est pour vous montrer comment on change de stratégie et comment on change d'outil en fonction de la situation. Sur le produit entier, on a des arbres de décision. C'est très connu, c'est ce qu'on appelle l'ichthyologie. Hein. Et là, pour faire la différence entre sol du Sénégal et sol commune, qui est plus cher, c'est la nageoire qui vous donne la solution. Je suis totalement incapable de le faire. Mais on a des spécialistes qui, eux, savent le faire. C'est assez rare parce qu'aujourd'hui, le commerce du poisson entier existe, mais il faut aussi être capable de travailler sur le produit transformé. Et donc là, bim, changement de braquet. On va quitter, puisqu'on ne peut plus faire évidemment d'observation comme sur le poisson entier. On va s'intéresser aux techniques électrophorétiques et aux techniques ADN. Technique ADN, c'est ce qui nous a permis de faire la lasagne tout à l'heure, cheval versus bœuf, avec des sondes ADN. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est assez intéressant, on a une nouvelle approche, ce qu'on appelle la New Generation Sequencing, les nouvelles, en français j'ai oublié, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que avant, on était capable d'aller confirmer l'espèce. Je sais que je cherche du cheval, alors je mets une amorce de cheval. Alors qu'aujourd'hui, on se tourne vers des techniques qui sont « qu'est-ce qu'il y a comme ADN dans mon produit ?» Alors, on n'a pas le temps de développer, ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, on voit ce concept d'adaptation des outils aux besoins, parce qu'aujourd'hui, on veut avoir une chose ouverte. Pour dire les choses simplement, pourquoi on n'a pas vu le cheval? Parce qu'on ne l'a pas trouvé. Si on avait fait du New Generation Sequencing à l'époque, on aurait vu le cheval. Voilà, pour vraiment fixer les idées. Des fraudes à différents stades. L'adultération, je vais vous présenter un exemple assez ancien, heureusement. Le lait est vendu à la quantité de protéines, sauf que nous, chimistes, on ne sait pas faire la quantité de protéines, on sait faire la quantité d'azote par Geldahl avec un facteur multiplicatif. Rien de mieux que de faire croire à une quantité de protéines indue en rajoutant de la mélamine multiazotée qu'on va analyser par LCM-SMS. Sauf que dans les années 2000, cette mélamine était toxique et il y a eu plusieurs centaines de morts en Chine. Et ça me permet, je retrouve des analogies avec ce que vous nous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre loyauté et sécurité. À un moment ou à un autre, il y a sortie de route. C'est pas que de la fraude. Oh oui, c'est de la fraude économique. Non, fraude économique un jour devient une fraude de santé. Donc cette mélamine, le deuxième élément, c'est que cette mélamine, on va la garder. Quand je vous disais que les listes ne se simplifie jamais. Cette mélamine, on espère là aussi ne jamais la revoir, mais pour autant, elle est inscrite désormais en contrôle de routine. Un autre exemple, moins dramatique, mais assez étonnant, ont émergé des vins bleus. Le bleu venant de la spiruline qui, mise sous pression dans l'eau de mer avec un effet de la lune, vous permet d'avoir cette transformation et ce magnifique colorant bleu qui est en fait du bleu patenté de synthèse donc bon voilà, ça a été mis en évidence. Quand je parlais de fraude simple, des fois c'est des fraudes simples. Et puis au passage, le vin qui était très très valorisé était en fait un chardonnay qui venait d'Espagne à quelques euros le litre. Voilà. Le fameux exemple dont je voulais vous parler sur la soustraction, quand je vous disais on vend 2 fois l'épice, c'est par l'épuisement. Ça, c'est un exemple qui sort de nos laboratoires. Hein. Je ne sais pas si de loin vous voyez, mais en tout cas en rouge, c'est un extrait de notre rapport. Les 3 principes actifs, teneur en huile essentielle, extrait éthéré et teneur en pipérine, c'est la partie valorisante du poivre. Hein. Et bien là, pourquoi elles sont en rouge? Parce que leur teneur est inférieure au minimum de la norme. Bah oui, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'on l'a enlevé. On l'a revendu sous une autre forme, par exemple une oléorésine, et on a revendu le poivre. En principe, vous pouvez avoir la multiplicité des choses, adultération, soustraction, parce que vous pouvez aussi retrouver du grignon d'olive. Le grignon, c'est la matière sèche après extraction de l'huile d'olive qui est revendue licitement, mais qui peut trouver des usages illicites pour refaire de la charge. Imagination au pouvoir. Donc, exemple de soustraction. Naturalité, on en a parlé tout à l'heure, la vanille. La vanille. On va s'intéresser aux isotopes stables. Donc là, on change de technique. Hein. Bien sûr, derrière tous ces exemples, c'est quelles sont les techniques d'analyse. Les isotopes stables sont d'excellents marqueurs d'origine. Et l'exemple de la vanille en est un. J'ai pris un exemple qui est en ligne. C'est une publication qui a la vertu d'un schéma extrêmement clair. On peut relier, en regardant le carbone 13 et le carbone 12, à l'origine
de la molécule, en l'occurrence la vanilline issue de la gousse de vanille, et versus une vanilline par exemple issue d'acide férulique par biofermentation qui va avoir une signature isotopique extrêmement différente. Alors ça, c'est très joli pour vous le présenter. Vous dites, oh, ça marche vachement bien, c'est fort. Sauf que bien sûr, il y a des modifiants isotopiques. Donc on ajoute dans les extraits de vanille des sauces qui permettent de ramener le déviation isotopique de l'acide férulique vers la déviation isotopique de la vanilline. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer d'isotope, on va s'intéresser au carbone, on va s'intéresser à l'oxygène, on va s'intéresser à l'hydrogène. Et puis si ça ne suffit pas, on va s'intéresser à l'aldéhyde et non plus à la vanilline, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. C'est un exemple de la multiplicité. On est obligé. Et souvent, on dit qu'on n'empêche pas les fraudeurs. Ce n'est pas possible. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de la rendre moins intéressante économiquement. Parce que pour faire toutes ces adaptations de fraude, ça commence à plus être intéressant économiquement. Le bio, c'est facile. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un exemple de lentilles où là, on a mis en évidence de la cypermétrine. Le statut bio, c'est pas d'engrais de synthèse et pas de pesticides de synthèse. Donc là, le statut bio est usurpé. Économie verte, assez intéressant. C'est pour ça celui-ci n'est pas fraudé. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? Eh bien, on va d'abord vérifier la nature. On confirme bien qu'en infrarouge, on a un mélange polyester et amidon, donc le caractère biodégradable est confirmé. Et puis après, on va s'intéresser à la teneur en radiocarbone, parce qu'on connaît la teneur en radiocarbone de notre environnement aujourd'hui, à l'heure qu'il est, donc celle que portent nos végétaux, puisque l'amidon, à quelle signature il a, par une simple règle de 3. Sachant que l'environnement en radiocarbone 14, c'est ça. Si je trouve tant dans mon plastique, eh bien là, en l'occurrence, on trouve 56% de matière végétale, et ça confirme le taux qui avait été annoncé de plus de 50% de matière biosourcée. Donc là aussi, ça fait partie de nos contrôles pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'usurpation sur la quantité de parties végétales. Sur les effets revendiqués, là, on retrouve des éléments beaucoup plus dramatiques. C'est les amincissants. Là aussi, c'est intéressant, malheureusement, socialement. Amincissant, l'image au corps, comment je peux faire pour maigrir? Je vais prendre des produits naturels. Sauf que ces produits naturels, en l'occurrence, ceux-là, sont adultérés de sibutramine, qui est une molécule qui est interdite désormais, qui a des effets amincissants, et qui va être incorporée sans que le consommateur le sache. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a ceux qui achètent des contrefaçons volontairement, ceux qui se font avoir. Là, on est typiquement dans quelque chose où le consommateur ne sait pas qu'il achète de la sibutramine. Même chose sur les miels. J'ai entendu tout à l'heure, on a parlé un peu de miel. Il y a en ce moment les miels aphrodisiaques. Miel aphrodisiaque. Alors, en l'occurrence, ceux-là sont adultérés au tadalafil, qui est le principe actif qui n'est pas celui du Viagra, c'est le Cialis, merci. Et par contre, là, on a un autre complément alimentaire qui a été retiré du marché, qui lui avait le sildenafil, qui est le principe actif du Viagra, et plus grave, avec tous les homologues du sildenafil qui, eux, sont interdits parce que toxiques. Et là aussi, il est évident que les gens qui consomment ça ne savent pas qu'ils vont prendre ce genre de choses. Et on a eu affaire, alors ça peut faire sourire, sauf que c'est très grave, sur les miels aphrodisiaques, on a des affaires de priapisme qui sont extrêmement dangereux. Qui peuvent être une conséquence. Je vous avais parlé d'un exemple d'industrie agroalimentaire, le voilà, ce sont les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, c'est extrêmement utilisé en industrie agroalimentaire et leur qualité va être sur leur capacité à foisonner. C'est ça qu'on va aller chercher dessus. Donc, je suis désolé, c'est vraiment pas une bonne journée, mais on a eu des soupçons d'adultération par des émulsifiants pour donner des propriétés à l'œuf autrement que par l'œuf naturellement. Et les services de la répression des fraudes nous ont demandé d'enquêter là-dessus. Les émulsifiants, c'est un cauchemar analytique. Ce sont des molécules naturelles, pas faciles à analyser. On s'est dit, on va prendre la bande d'arrêt d'urgence, on va changer le braquet et on s'est intéressé aux propriétés du blanc d'œuf. Et on a travaillé main dans la main avec les enquêteurs qui nous ont fourni des échantillons de référence. On a adultéré nous-mêmes avec un certain nombre d'émulsifiants et on a réussi à proposer une viscosité moyenne et une stabilité moyenne qui donnent des éléments où nous, on va porter le fameux avis d'expert dont je vous parlais en disant ce blanc d'œuf industriel, pour nous, ses propriétés ne sont pas compatibles avec celles d'un blanc d'œuf non adultéré. Vous voyez, là, il n'y a pas de conditionnel, mais il y a quand même une certaine réserve. Donc c'est intéressant, et ça c'est un bon exemple de fraude qui ne se fait qu'entre opérateurs économiques. Je continue, je ne sais pas où j'en suis au niveau horaire, mais j'avais commencé avec énormément de retard.
Merci. Sur les caractéristiques du produit, parmi toutes les possibilités, nous avons sorti celle-ci qui est la différence poisson sauvage, poisson d'élevage. Différence économique, vous le savez tous, ça n'a pas le même prix. En fait, là, l'astuce, parce que finalement, on peut presque parler d'astuce, il faut aller chercher un critère discriminant parmi tout notre panel d'outils en chimie. Là, c'est que l'aliment, on retrouve les caractéristiques de l'aliment dans la chair du poisson en matière d'acide gras. Le graphe que vous avez à l'écran, tout en bas à gauche, vous voyez aliments, et on voit que qu'il y a très peu d'oméga 3. Ils sont faibles en oméga 3, riches en oméga 6. Et toute la colonne au-dessus, pour les différents poissons, vous voyez que quand on nourrit nos poissons d'élevage avec des aliments riches en oméga 3, ben ça se retrouve, et donc il suffit de faire un rapport oméga 3, oméga 6 dans les... J'ai dit l'inverse, pardon, à chaque fois je me plante, c'est pas grave. Les aliments riches en oméga 3 sont les aliments sauvages, et donc il suffit ensuite de faire au laboratoire le rapport oméga 3 sur oméga 6 et de comprendre si ça vient de pleine mer ou si au contraire c'est du poisson d'élevage. Donc ça c'est assez intéressant pour montrer, on a souvent une façon de résumer ça en disant le poisson est, EST, ce qu'il mange. La francisation, donc on va y passer rapidement aujourd'hui, mais pour vous c'est intéressant. Sur des miels, ça ce sont des cas réels, il y a eu des miels français qui en fait venaient de Bulgarie. Et là c'est l'analyse pollinique qui nous aide. Avait été mis en évidence un certain nombre de pollens sur des espèces végétales qui n'étaient pas possibles, qui n'existaient pas en France et qui étaient originaires de Bulgarie. Et ça se fait très régulièrement. Et un autre exemple où cette fois-ci on retrouve nos amis, si je puis dire avec moult guillemets amis, des pesticides, où on a retrouvé dans des kiwis français des pesticides autorisés en Italie, interdits en France, et ça a été un des éléments de l'enquête qui a permis de conclure, c'était une très grosse affaire, à la francisation de kiwis italiens, où là, cette fois-ci, on va marquer un biais de côté, où là où on fait de l'analyse en principe de teneur réglementaire en pesticides autorisés, là on va se servir de leur interdiction pour pouvoir faire de l'enquête et montrer que ça vient d'un pays où ils sont autorisés alors qu'ils ne le sont pas en France. Origine et francisation, on change de technique d'analyse, on retrouve nos rapports isotopiques de tout à l'heure, et cette fois-ci, un petit peu plus complexe, on a besoin de combiner, j'avais commencé à vous le dire tout à l'heure, mais là on en a un bon exemple, sur des perches du Léman versus d'autres pays en Europe de l'Est, où là on va combiner l'azote et le carbone. Alors le carbone c'est plutôt la synthèse et l'azote c'est plutôt les protéines. Un peu grossier de le présenter comme ça, mais ça permet de comprendre. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est le croisement des zones. Hein. On a une zone bleue, une zone verte, une zone rouge correspondant à 3 origines, et on va positionner nos inconnus sur ces groupes-là. C'est de la chimiométrie, c'est du traitement statistique un peu plus complexe que l'analyse traditionnelle, et la robustesse du modèle va dépendre de l'écartement des groupes entre eux. On voit ici que c'est un bon modèle. Il y a certaines zones de recouvrement qui seront des zones où on ne pourra pas conclure, bien évidemment. Un autre exemple dans les huiles d'olive, puisque nous n'avons pas un seul critère qui permet de confirmer l'origine, une IGP d'une huile donnée, là ce sont des huiles de Nyons, nous avons utilisé différents critères, avec un traitement statistique qui est très simple, c'est plutôt descriptif cette fois-ci, et vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon un morphogramme, sur deux types de critères. En bleu, bleu foncé, bleu clair, vous avez la zone de la banque de référence, donc c'est la puissance de l'outil et sa faiblesse. La puissance de l'outil, c'est que c'est extrêmement efficace. La faiblesse de l'outil, c'est qu'il vous faut une banque de référence. Et l'actualiser, puisque vous avez des critères qui sont liés à l'agronomie, donc qui dit agronomie, dit actualisation dans le temps avec la météo et les conditions climatiques, surtout en ce moment. Et donc là, vous voyez très bien qu'à gauche, en rouge, vous avez une huile inconnue qui vient s'inscrire parfaitement dans le morphogramme d'une huile de Nyons. Et puis à droite, en rouge, vous voyez l'analyse faite sur un échantillon inconnu. S'il veut revendiquer une AOP de Nyons, ben, ça ne marche pas, il n'a absolument pas
un profil d'acide gras qui est propre à une huile de nionce. Et lorsque la douane est venue nous chercher pour nous dire est-ce que vous êtes en capacité de mettre en évidence des contrefaçons de tabac, qui est la seule exception sur laquelle nous travaillons, on pourra en parler cet après-midi si ça vous intéresse, on s'est dit, le tabac c'est une plante ça pousse dans la terre il y a des minéraux, donc le profil de minéraux potentiellement porte la signature d'une authentification et ça marche. Je ne vous présente aujourd'hui que les sujets qui marchent. Dites-vous bien qu'on a de beaux ratages aussi quand on présuppose un critère et puis finalement la nature n'est pas discriminante par rapport à la question qu'on me posait. Aujourd'hui on voit des choses qui marchent. Donc pareil, même principe, hein, en bleu des cigarettes de marque connue que je ne citerai pas, qui sont de référence, fournies par les douaniers, et puis en rouge, on confirme le caractère contrefaisant. Quand je parlais du croisement et de sécurisation des résultats, eh bien à droite, en vert, vous avez la même chose, exactement la même chose, mais cette fois-ci sur les volatiles. On va faire de l'Headspace GCMS et on va regarder la signature des volatiles, alors qu'à gauche, ce sont les éléments minéraux. Et donc, 2 éléments concurrents pour aboutir à la bonne réponse auprès du douanier en leur disant « Pour nous, c'est une cigarette qui ne peut pas prétendre être de la marque qu'elle donne. » Il faut que j'arrête. Alors, regarde, vous m'avez même coupé le... Non. Même chose sur l'ail. Je suis discipliné, je passe. Et normalement, regardez. Conclusion. En conclusion, ce que je voudrais vous rappeler, c'est donc différents types de fraudes. On en a vu leur multiplicité, soit par leur nature, soit par leur façon d'être mise en œuvre. Des anomalies multiples sur un produit donné. Ça aussi, je n'ai pas eu le temps de vraiment le développer, on l'a vu sur le vin bleu. Et puis des stratégies analytiques, évolutives et adaptées. Et je finirai par un clin d'œil en vous disant, et je l'ai déjà dit à un autre endroit, et parfois les choses sont si simples. C'est-à-dire que là, vous avez une magnifique bouteille de Bordeaux de 2003, et vous voyez que c'est un cépage... c'est une appellation Saint-Chinian, n'est-ce pas? L'appellation Saint-Chinian pour un vin de Bordeaux, puisqu'on est du côté de Montpellier, avec à droite, à l'extrême droite, l'étiquette d'un véritable Lafite, et où vous voyez qu'ils se sont contentés de recopier l'étiquette allègrement. Et donc ça, voilà, on n'a pas vraiment besoin du laboratoire pour démontrer la contrefaçon. Ce n'est pas des produits qui arrivent en France, mais c'était un clin d'œil sur lequel je voulais terminer. Je vous remercie.